Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. On va se retrouver pour une vidéo calme, un peu de reverse, c'est toujours sympathique. Je vais vous présenter un nouvel outil, un outil de reverse assez intéressant, qui se place comme substitut par exemple de Binary Ninja, de Ada. Ça s'appelle Release, c'est une plateforme de reverse engineering qui a pas mal de fonctions. Bon, par exemple, les assemblages linéaires, enfin, statiquement normal pour un outil d'analyse statique. Il y a un décompilo, c'est assez intéressant. Le design aussi, il est un peu plus moderne, si j'ose dire. Il y a une graph view. Il y a aussi ça, on verra plus tard, mais c'est pour modéliser les appels et les relations entre différentes fonctions, c'est intéressant. Et du coup, c'est à peu près tout. Enfin, je voulais faire une vidéo pour le présenter parce que il a pas beaucoup de visibilité et étant donné que c'est gratuit, ça, c'est une réelle, enfin, ça peut vraiment remplacer AIDA ou Binary Ninja qui sont eux payants. Il y a une version, professionnelle à 400 €, mais pour le coup, il y a pas, enfin, la version free, elle est largement suffisante. Du coup, là, durant cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment craquer un binaire de chez Cracking Point de niveau médium. Donc, on se retrouve directement sur le binaire, là directement dans Release. Donc, je l'ai juste ouvert. Là, j'ai ouvert login.rlz.release. C'est les fichiers produits par Release pour sauvegarder l'état d'analyse. Donc c'est un ELF, 64 bits. Donc ça c'est la... Donc je vais vous présenter Release du coup. Ça c'est la fenêtre de base quand on ouvre un binaire. On a différentes informations, son MD5, son SHA-1, son SHA-256, etc. Les libs attachés. Et là en bas on a l'entropie. Du coup très bien. Ici on peut inspecter les headers. Donc c'est vraiment sympa, notamment si on analyse des PE par exemple. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, c'est assez cool. Là on a une XView. Donc c'est assez, comment dire, c'est assez user friendly, si j'ose dire. Voilà. Donc ça c'est pour c'est pour les headers. Et là c'est un peu la partie la plus importanante. On a un truc en bas. Donc ça c'est pour printer everything, mais on peut avoir une vue de chacun des segments, de chacun des différents segments, les imports, les exports, donc jusque là normal, et les différentes fonctions. Donc nous par exemple, on va commencer à analyser à partir de main. Là on se retrouve dans le pseudocode et on a aussi une vue des différentes chaînes de caractères. Donc en commençant l'analyse, là on n'a pas grand chose. On a les différentes fonctions du coup. Donc là j'ai directement jump dans main puisqu'il y a les symboles. Donc je vais un peu baisser tout ça. Donc là on se retrouve dans le pseudocode, donc c'est un pseudocode qui est relativement sympa. On peut renommer les variables. Et je reviendrai au niveau des différentes autres options. Du coup on a le pseudocode, on a le graph pour control flow, voilà. Donc ça c'est pour main. On a flat, c'est du assemblage linéaire, enfin ça équivaut à la text view de Ada. Et on a ce que je vous ai montré, les relations entre différentes fonctions. Donc ça on peut générer un truc circulaire. Donc contrôle molette pour dézoomer. Soit on peut aussi en générer un autre, genre par exemple hierarchical, ou bien un force. Voilà. Donc ça je sais pas trop à quoi ça équivaut. Du coup voilà. Et après on a notre dictionnaire hexadécimal. Donc ça c'est sympa. Donc après je reviendrai aux différentes options que... Après je vais venir à ceci et je vais vous montrer aussi ce qu'on peut avoir quand on fait clic droit.
Et ici c'est pour le binary diffing, mais après je sais pas si étant donné que j'ai une version gratuite, j'ai le droit. Mais c'est pas super intéressant le binary diffing forcément. Aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est au niveau des plugins. Les plugins, on peut en ouvrir, donc c'est du Ruby. On peut en ouvrir, on peut en créer, et on peut du coup l'exécuter. Du coup là, ça print juste Hello World, mais avec l'API de release, on peut faire pas mal de choses, ce qui est assez intéressant. Du coup maintenant, on va s'attarder du coup sur ce qu'on peut faire ici. On peut faire un go to the location avec en indiquant soit un offset ou une adresse virtuelle, enfin on a pas mal d'options. Et du coup on donne l'adresse et il va nous rendre cette adresse, voilà, rien d'incroyable. On peut search par exemple des instructions particulières, bah ouais, un mov RDI par exemple. Et du coup on peut... Il a trouvé 14 résultats qui sont... donc pour la recherche de mov RDI, il nous a trouvé pas mal de résultats, donc voilà. Ça peut être assez utile. Par exemple, si on cherche un gadget particulier ou je sais pas. Pour bloc, on peut faire pas mal de choses. On peut notamment créer une fonction. Mais en soi, là, on a déjà créé une fonction, du coup, on peut pas... Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour la fonction, on peut changer son prototype. Donc, c'est dire cdec, etc. On peut visiblement foutre une couleur particulière pour la fonction. Après, voir à quoi ça... Je pense que ça doit jouer là-dedans. Flat. Au niveau d'instructions, on peut les réassembler. Donc je pense qu'il doit avoir un réassembleur, ouais. Yes. Et au niveau des plugins, là c'est une overview de tous les plugins qu'on peut utiliser dessus. Donc au niveau des plugins, c'est assez cool. Et du coup, c'est à peu près tout. On peut aussi le foutre en full screen, mais c'est pas ce que je vais faire. Du coup, voilà, j'ai un peu présenté Release. Il y a aussi, ouais, ici, donc c'est pour gérer les plugins. Donc là, on peut ouvrir, mais enfin, en soi, on a déjà les views de base ouvertes. Et sinon, il n'y a rien d'incroyable. Hein. On peut ouvrir de nouveaux fichiers et sauver notre projet. Bon. Du coup, on va commencer l'analyse du binaire, qui est un élève 64 bits. Durant cette analyse, je vais faire une grosse partie d'analyse statique. Et après, étant donné qu'il s'agirait de reverse go, bah c'est pas ce que je vais faire. Je vais le péter en dynamique après. Du coup, voilà. Pour log de fonction, il y a de l'espace pour ses variables locales. Il prend son cookie, son canary, il le met quelque part sur la stack. Donc le canary, c'est une protection qui permet d'éviter les buffer overflow, c'est-à-dire que à partir du moment où ton cookie sera overwrite, avec la valeur qui se trouve à qwordptr fs en fs plus 28 là, à partir du moment où elle est changée, là il va les comparer, et si c'est égal, il va leave error normalement, et si c'est pas égal, il va crash. Si elles sont pas égales, il va crash. Du coup, voilà. Faut pas y faire vraiment attention. Il met une... Alors oui, il y a un truc important avec release, c'est qu'on peut pas renommer les variables locales. Là par exemple, ah bah si, enfin visiblement pour la data je peux, mais par exemple pour les RBP, pour les variables locales, ouais, on peut pas les renommer. Par exemple, ouais, keyword ptr RBP-8, clic droit, je peux pas renommer, ce qui est un peu dommage. Du coup voilà. Là, il va mettre dans RDI une chaîne de caractères qui est celle-ci, et il va appeler la fonction print. Print, je l'ai rename, mais on peut rapidement venir dessus pour voir ce qu'il fait. Donc premier argument dans RDI, deuxième dans RSI, et il avait quoi dans ESI? Il avait 1. Ok.
Bon, je vais pas vraiment aller sur Pseudocode parce que ce serait un peu la triche. Il va prendre son premier argument, il va le mettre dans EX, il va en effet le mettre dans EX. Il va prendre la partie basse de cet argument qui va le mettre dans une variable locale, qu'on ne peut pas rename, hein, comme je l'ai dit. Il va mettre dans RLX son petit cookie, il va faire sa baille avec ses cookies. Dans var 120 qui contient le premier argument, il va le mettre dans RDX. Il va aussi prendre un buffer et prendre l'adresse d'un buffer et le mettre dans RLX. Il va appeler strcopy en ayant le buffer cible et notre input. Donc strcopy ça a comme donc là par exemple on peut faire un edit normalement edit comment, voilà. Donc strcopy c'est strcpy const char source dest plutôt et const char source const char et on voit que notre premier argument, notre destination, ça va être le buffer strcopy et notre source, ça va être ceci, ça va être notre premier argument. Jusque là, ça va. Il va prendre du coup ce buffer qui a été dans lequel on a copié notre premier argument. Il va mettre son adresse dans RAX. Il va le mettre dans RDI. Il va appeler cette fonction. Donc cette fonction a fait quoi? Elle fait pas mal de choses. En fait, c'est la fonction qui va être au centre du binaire et qui va faire un chiffrement. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça chiffrement parce que oui, on a des valeurs en dur. Mais du coup, étant donné qu'il n'y a pas de clé, on va plutôt appeler ça un encodage. Qui va en fait faire un encodage sur notre argument. Donc là, je vous montre un peu. Il met notre premier argument dans ceci, qu'il met dans RAX, qu'il met dans ceci. Il va comparer... Oui, non, il ne veut pas comparer tout. Il va mettre cette valeur dans cette variable. Alors là, par contre, il est bien pété le flow. Il va jump ici. Je pense savoir pourquoi il est pété d'ailleurs. Ouais. Il va prendre notre input et le mettre dans RAX. Il va prendre le premier caractère de notre input, il va tester s'il est nul. S'il est nul, jump if not 0. S'il est nul, il jump ici. Il met dans... Il remet notre argument dans RAX et il return RAX. Et si il est pas nul, il va faire tout ceci pour finalement faire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin, ça, on va la reverse un peu plus loin. Mais pour l'instant, faut pas perdre de vue que de base, c'était juste pour un print qu'on était là. Il met aussi dans 0. Il met 0 dans ici plutôt, c'est mieux. Ici, on a dans une location notre point data qui va aussi print. Ah oui, non mais oui, par contre, on s'était arrêté à ce call. Il va comparer que la valeur de retour soit différente de 0. Donc pour le coup, on a vu que il return ceci quand notre premier caractère de notre input notre argument est égal à 0. Du coup là c'est relativement intéressant. Il va comparer la valeur de retour à 0. Non, pas vraiment. Il compare AL, EAX, ESI. ESI qui est le deuxième argument, ok. Il compare que le deuxième argument donné à la fonction soit 0. Si c'est 0, il va faire ceci. Sinon, il va faire cela. Ou en fait, c'est qu'il va tout simplement
Si c'est 0, il va visiblement faire un fput sur stdout du fameux truc qui a été donné en argument à cette fonction, donc en gros qui a été désencodé, surtout du premier argument qui a été désencodé. Il va le fput, et si l'argument qui a été donné c'est 0, il va juste le put. Ok. Du coup après il fait ses check avec le cookie, ça ne nous intéresse pas. Du coup voilà, on retient aussi qu'il avait donné comme argument 0, ça veut dire que il va faire un fput sur stdout. Donc jusque là rien d'incroyable, on a juste reverse un print, mais c'était un peu long, mais ça va me servir pour plus tard. Il va mettre l'adresse de input. Enfin, input en vrai on l'a pas vu pour l'instant, on sait pas si ça va être notre input, mais moi je l'ai rename. Il va mettre l'adresse d'une variable locale dans RAX, qu'il va mettre dans RXI, il va mettre... ouais, ça c'est une... Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Bon, il va mettre une locale... Enfin, ça c'est une variable qui est dans... Du coup, ouais, c'est une constante qui est dans la .rodata. Il la met dans RDI, il la donne comme argument à... En fait, fmd c'est pour format. Parce que, étant donné qu'il donne comme premier argument à scanf, le premier argument c'est le format, et le deuxième, qui est dans RSI, c'est le buffer dans lequel écrire... du coup, scanf c'est pour lire l'entrée de l'utilisateur. Du coup, c'est pour ça que la variable input va être remplie avec notre input. Après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre dans... du coup, notre input, l'adresse de notre input, un pointeur vers notre input dans RAX. Il va mettre une string encodée dans RSI. Et il va mettre... En gros, il va appeler cette fonction avec un pointeur vers notre input et un pointeur vers cette string. Donc, et après, il va check la valeur de retour de cette fonction. Si elle est différente de 0, il va print ceci sur, visiblement, il va faire un put de ça. Enfin, mais du coup, c'est il va faire un put de cette chaîne de caractères qui est là encodée. Et sinon, il va faire aussi un put de cette chaîne de caractères encodée. Et après, le reste, c'est pour le cookie. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est reverse en fait cette fonction. Donc, ok, très bien. Il a eu de l'espace pour ses variables locales. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre, les deux premiers arguments, il va mettre le premier argument dans cette variable locale et ce deuxième argument dans cette variable locale. Après, il va mettre, du coup, notre deuxième argument dans RAX, qui va mettre dans RDI, et il va call cette fonction. Donc là, on ne fait pas attention, on verra ça plus tard. Du coup, il call cette fonction avec comme argument, tout simplement, notre deuxième argument. Il va call un décode str2, du coup, c'était quoi le deuxième argument qui avait été donné? Ça avait été cette chaîne de caractères, très bien. Du coup, il va mettre EAX dans cette variable. Ok. Il va jump ici. Donc il va jump ici, il va prendre notre premier argument, il va le mettre dans EAX. Du coup, notre premier argument, c'était un pointeur vers notre input. Il va prendre le premier byte pointé à partir de notre input, notre premier caractère, il va le mettre dans EAX. Il va test qu'il soit nul. Donc, s'il est nul, il va comparer que ceci, qui est en fait à plein de rôles, mais qui contenait la valeur de retour de cette chaîne, de cette fonction. Il va comparer que cette variable soit aussi nulle. Et si elle est aussi nulle, il va mettre cette variable dans RAX, il va mettre le
ouais, enfin, le byte pointé par AX dans AX, il va tester que ce byte soit nul. Et s'il est nul, la valeur de retour sera de 0 et il va arrêter. Donc, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que si c'est nul, du coup, le GNZ va partir ici et ça va nous print quelque chose de particulier. Du coup, pour l'instant, on l'a pas vu. Du coup, moi j'avais pris cette branche, maintenant on va prendre l'autre. Le cas où le byte ptrrx ne serait pas nul. Dans ce cas-là, il va aussi comparer cette variable à 0. Et du coup, si elle est aussi elle est pas nulle, alors il va mettre, alors var 20c c'était quoi? Il va prendre un pointeur vers notre input, enfin ouais, vers notre input. Il va prendre un pointeur vers notre input, vers le prochain caractère, parce qu'en fait on voit que c'est une structure de boucle, hein, mais je voulais pas aller trop vite. Il va prendre un pointeur vers le caractère d'après. Il va mettre ce pointeur dans cette variable. Il va prendre le caractère sur lequel il travaille. Il va le mettre dans EAX. Et du coup, il va comparer ce fameux caractère avec var 0xc. Et si c'est égal, alors il va mettre dans EDI0, il va call notre fameuse fonction, il va mettre la valeur de retour dans 0xc. En fait, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un peu compliqué comme ça, mais il vient tout simplement de boucler. Ah, enfin là, il n'y a pas vraiment de... Il va revenir ici. Par contre... Ouais. La situation de boucle, elle est modélisée là par le fait que il met dans cette variable le caractère d'après, du coup, à chaque fois. Et qu'au début, il met le premier caractère et qu'après, il l'incrémente à chaque fois avec le Léa de RDX et RX plus 1. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va boucler sur notre input en appelant cette fonction en lui donnant comme argument 0. Et si à chaque fois la valeur de retour de cette fonction est égale, donc qui est stockée dans 0xc, elle est égale au caractère de notre input, alors dans ce cas, il pourra, alors dans ce cas, au bout d'un moment, notre input il pointera vers un null byte. Du coup, il va reach ici et potentiellement cette variable sera nulle. Et du coup, dans ce cas, il va faire ce que j'avais énoncé précédemment. Et du coup, potentiellement nous print un good boy. Et dans ce cas, on aurait pété le truc. Du coup, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, c'est voir ce que fait cette... Enfin, on l'a vu rapidement, mais... Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va appeler cette fonction en lui donnant comme argument ceci. C'est déjà quelque chose qu'on sait. Du coup, il met notre... Par contre, là, je vais faire un truc, c'est que rien que pour ça, je vais passer dans le pseudocode parce que je peux pas rename les variables locales. Chose que je ne peux faire pour l'instant que dans le pseudocode. Du coup, le pseudocode, enfin, j'y viens très rapidement, mais c'est à peu près ce que j'avais dit. Hein. Donc ça, c'est généralement la valeur de retour, on peut dire redval. Comment est-ce qu'on pourrait appeler cette fonction? Décode. Du coup, il check que soit notre input il soit nul, soit ce qui est pointé à notre input soit nul, soit que la valeur de retour de cette fameuse fonction soit nulle. Il incrémente l'input, il check qu'elles soient différentes. Si elles sont différentes, il break. Du coup, il sort ici. Ou plutôt, il sort... Ouais, il sort ici. Il check que redval décode et que les deux valeurs soient nulles. Si c'est le cas, il faut sa valeur de retour à 0. Return value, on va l'appeler.
Ok, et du coup, si les deux caractères sont égaux, il va call décode str de 0, il va initialiser, enfin, et readval décode va prendre cette valeur, il va incrémenter input. Voilà, voilà. Le truc, c'est que pour l'instant, on sait pas trop. Étant donné qu'on n'a pas call encore, qu'on n'a pas exécuté Luna, on sait pas trop vers quoi on doit tendre. Mais souvent, pour ce genre de crack me, c'est pas la solution la plus courte qui va être utilisée. Visiblement, on va devoir avoir une valeur de retour qui soit nulle. Donc là, au niveau du pseudocode aussi. Donc là, on peut se dire que si elle est nulle, ça sera le good boy. Mais c'est le good boy, je vous le dis. Good. Mais sinon, il aurait fallu l'exécuter et voir qu'est-ce que ça envoie. Donc là, je vais rename aussi en bas de serial. Donc là, il check son cookie, ok. Cette fameuse fonction va commencer à s'intéresser beaucoup, ce décode str. D'abord à ce niveau-là. Donc on a vu pas mal de choses. D'abord, il check que l'input, que le pointeur se disant vers... parce qu'en fait, RDI est censé être un... Enfin, en quoi que non, même pas. En fait, cette fonction, elle a deux... Comment dire? Elle peut avoir deux comportements distincts. Enfin, elle peut être utilisée de deux manières différentes. Soit tu lui donnes un pointeur vers une chaîne de caractères comme argument, soit tu lui donnes 0. Donc là, il compare que l'argument donné soit... Donc, peut-être qu'on va... On peut pas l'appeler arg. Moi, j'ai mis arg or str decoded. On peut appeler ça return value. Toc, comme ceci. Du coup, il check que ce fameux argument soit 0. Si c'est 0, comme c'est le cas par exemple pour le call dans la boucle, mais je peux encore revenir en arrière. Si c'est 0, dans ce cas, il va prendre ce qui est pointé à cette variable. Il va le mettre dans la x, il va prendre l'octet qui est pointé là, et il va tester qu'il soit nul. Donc s'il est nul, il return 0, et s'il n'est pas nul, il va faire tout ceci. Et tout cela bien sûr dans le but de modifier la valeur de retour. Donc on voit que EAX il est bien changé. Donc toujours très sympa. Et ce qui va se passer, c'est que surtout cette arg or str decoded, c'est quoi en fait? Donc là on va étudier la possibilité que il reçoive un pointeur vers une chaîne de caractères, comme c'est le cas au début, donc ça c'est important de le montrer. Comme c'est le cas juste ici, il prend comme argument une chaîne de caractères. Du coup, comme ceci, flat, non, flow plutôt, ouais. Quand il prend un pointeur vers une chaîne de caractères, tout simplement, il prend du coup ce pointeur, il le met dans notre fameux arg str decoded, et il met au début en fait de cette string 0x7 bien. Donc alors que du coup cette chaîne de caractères, elle aurait eu des caractères qui sont du coup directement overwrite. Très bien. Du coup, on arrive toujours ici, dans les deux cas, on arrive ici. Il va prendre cette chaîne de caractères, il va prendre l'octet qui est pointé, du coup, nous, ça va être ceci. Mais après, du coup, ça tient même pas en un octet en plus. Je pense que du coup, ça va être 0xb1, je suppose. Mais dans tous les cas, c'est pas nul. Du coup, il va jump ici. On va essayer de le reverse. Je peux pas scripter pour le péter, mais bon, on va quand même le reverse. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les cartes octets pointées à partir de str encoded
Donc qu'est-ce qu'il y a en fait à str encoded? En fait je me suis trompé. Il stocke son pointeur vers le paramètre. Non, plutôt. Il stocke l'argument, le pointeur vers la chaîne de caractères indiquée en paramètre dans ceci. Mais après, ça c'est juste une variable indépendante dans laquelle il stocke ceci. Du coup, en fait, ça c'est le. Là, il check vraiment que que ce qui lui a été indiqué en argument, que le premier caractère passé par le pointeur indiqué en argument, soit nul. En fait, même pas. Mais c'est ça. Ouais. Du coup, là, dans str encoded, là, on a cette valeur. Donc, dans les dword c'est 4 octets, bien sûr que ça tient. Donc, dans le dx, on aura ceci. Donc, il met ceci dans le ax. Il fait un shift logical de 3. Donc, c'est pour décaler les bits. Du coup, ouais, lui c'est logical et c'est surtout left. Et left, c'est à gauche. Et SHR, c'est aussi. Enfin, c'est un shift logical, mais du coup, étant donné que c'est R, c'est right, du coup c'est à droite. Bon, là, étant donné qu'il fait un shift logical left sur du coup ce pauvre dword de 3. Après, il prend quoi? Il va soustraire du coup le résultat de ce shift au dword de base. Il va mettre le résultat dans EAX, qui va mettre dans EDX, qui va mettre dans EAX, c'est intelligent ça. Après il va faire un SHR, donc ça je vous ai expliqué. Et il va ajouter visiblement les deux. C'est-à-dire le résultat du SHL et le résultat du SH. Bon, en fait, unique, go pseudocode. Ça casse trop la tête. Donc, le pseudocode, il nous dit quoi? Il nous dit ceci. Il nous dit qu'il fait des choses sombres avec lui qui vient. Donc, petit tricks. On va tout simplement. On peut pas changer le. C'est pas une porte data type. C'est display, non? Non, c'est set data type. Mais là, évidemment, je peux pas. Non. Bref. V1, en fait, ça va tout simplement être une valeur directement en dur, parce que c'est encoded. Enfin, en dur. Pour la première fois, en tout cas, c'est une valeur en dur. Qu'on pourra obtenir. De toute façon, on peut obtenir de plein de manières possibles. Hein. On peut obtenir aussi en calculant la main. Après, cette valeur elle va être changée et elle va être de la précédente valeur x 7 plus V1 moins V1. Alors le plus V1 moins V1, je pense qu'on peut l'ignorer du coup. Et on va incrémenter le pointeur qu'on avait. Ouais, ça c'est important. On va incrémenter ce pointeur, du coup ça c'est une ref vers l'argument. Enfin, c'est une ref. C'est une ref vers la chaîne de caractères passée en argument. Du coup, ça va être incrémenté. Puis, il va initialiser V2 à tout ceci, ce qui est un peu long. Il va initialiser V2 à cette valeur en dur, fois str encoded qui se prend des shift right, moins encore str encoded qui se prend un shift, plus cette même valeur, enfin plus encore ce bloc, moins str encoded qui se prend aussi un shift. Donc ça c'est un peu galère. Et la valeur de retour du coup ça va être ce qui est pointé à notre fameux arg or str decoded, moins la chaîne de caractères, la str encode là, la fameuse qui change du coup à chaque fois, moins v2 qui est ceci x 5. Donc c'est un peu chiant, faudrait scripter. En soi ça se fait hein.
Ça se fait, mais en soi, enfin, il n'y a pas besoin en fait. Je vais vous montrer pourquoi. Du coup, là, on se retrouve où? On se retrouve dans le main. Non, on va plutôt aller là. Du coup, ça, c'était... on arrivait à ce fonctionnement un peu des codes STR. Donc là, il prend une chaîne de caractères, enfin, un pointeur à une chaîne de caractères, du coup. La valeur de retour, elle va être assez importante parce que ça va déterminer ceci. Et en soi, si on y réfléchit bien, étant donné qu'il lui précise toujours que str encoded c'est une constante, et que cette constante est toujours passée à des codes str, alors la valeur de retour sera toujours constante. Parce qu'on a vu qu'il manipulait aucunement, par exemple, un pointeur vers un buffer de notre point data ou de notre point BSS qui est contrôlable par l'utilisateur. Du coup, à partir de là, on a juste à exécuter le binaire, à voir ce que retourne cette fonction et c'est tout. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va s'attaquer à ceci. Du coup, il va regarder que ce qui est pointé vers notre input, ça soit pas un null byte, et de même pour ceci, enfin, il va pas checker que ça soit nul, parce que je vous rappelle, si c'est nul, ouais, en gros, si c'est nul, ça veut dire que ce qui est pointé ouais, mais ça, j'avoue, c'est bizarre, on va pas se le cacher. Parce que de toute façon, s'il est nul, ouais. Bref. Bref, il check que les deux soient différents d'avant. En fait, non, en plus, lui, il check même pas parce que... Oui, enfin, j'ai juste que redval des codes soit différent de 0. Ce qui est le cas quand ce qui est pointé par l'argument, c'est nul. Voilà, voilà. Du coup, il fait son check que ce qui est pointé à notre input soit égal à la valeur de retour à retval des codes là. Si c'est pas le cas, il va incrémenter l'input, il va sortir de la boucle, il va check les deux. Bon. Et donc en soi, si on y pense, on pourrait indiquer un input enfin, on peut pas indiquer un input qui fasse comment dire. Tant que redval est différent de 0, notre input déjà doit continuer. Bon, on peut pas se permettre d'avoir un null byte, sinon notre valeur de retour sera pas de 0. Déjà, donc on doit identifier en soi à partir de quand redval des codes en fait est nul. Et du coup pour ça, il faut que ceci soit rich. Du coup, il faudrait que ce qui soit indiqué en argument soit tout simplement nul. Ouais. Que ce qui soit indiqué en argument soit nul. Et que le caractère qui se trouve... en fait, oui. Et que le caractère qui soit pointé par cette variable locale soit aussi nul. Et en fait, quel est-il En fait, sa variable locale, elle va juste être initialisée. Quand on y réfléchit un peu, elle va juste être initialisée à ce premier call. Quand quand des codes str va être appelé avec l'argument str encoded, dans ce cas, il va la store, il va store arg or str decoded, il va initialiser à ce pointeur vers cette chaîne de caractères. Et du coup, ça veut dire que comment dire, tant que, enfin, il va boucler ici. Il va checker que, du coup, non, je peux peut-être voir la chaîne de caractères en soi, que cette chaîne de caractères, il va l'incrémenter à chaque fois. Il va l'incrémenter où? Il va l'incrémenter en faisant un quoi? Non, il va pas l'incrémenter là. Où est-ce qu'il pourrait bien incrémenter ma petite... En fait, je pense même pas qu'il passe au quart d'après. Hein.
Enfin si, il n'a pas trop le choix. Oui voilà, il incrémente ici. Il incrémente ici. Au niveau du flow, ça doit être quelque part par là. Ouais, au A2EX, il incrémente, je pense, non, peut-être même pas. C'est dans un autre add dans ce cas. Bon, en soi, il incrémente quelque part. Je sais pas si je peux avoir une vue un peu plus précise. Si je flatte. Voilà, il incrémente, on l'a vu en plus. Hein. Il incrémente ici. En fait, il fait un lien de. Enfin, il y a une structure de boucle aussi. Enfin, une structure de boucle plus ou moins. Il va store dans. Enfin, il va incrémenter le pointeur en faisant le Léa RDX RX plus 1. Et après, il va le refoutre dedans. Du coup, toc. Du coup, ce qui se passe, c'est que il va prendre. Là, on avance. Il va prendre cette string de caractères. Il va la store dans une variable locale particulière là-dedans. En fait, c'est pas une variable locale, c'est une variable non initialisée dans la plan BSS. Il va la mettre là-dedans parce que sinon elle serait détruite à la fin. C'est con. Il va la mettre dedans, toc, et après il va l'incrémenter. Du coup, à chaque call, la variable va s'incrémenter et du coup, et notre input aussi. Du coup, ce qu'il faut trouver en fait, c'est que faudrait décoder en fait, faudrait décoder cette chaîne de caractères passée en argument, mais un call ne suffit pas. Un call ne suffit pas, il faudrait autant de calls pour que ce qui est pointé du coup à cette chaîne de caractères soit 0. Donc c'est-à-dire faudrait reach le null byte. Et c'est possible parce que ce pointeur est incrémenté à chaque call. Du coup, idéalement, il faudrait réimplémenter la fonction et call cette fonction autant de fois que le permet la taille de la chaîne de caractères. Mais en soi, on n'en a pas vraiment besoin parce que ça, on la connaît. Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 quarts. Donc on sait que notre input sera de 12 caractères. Et ce qu'on a juste besoin de faire, c'est assez simple. C'est tout. Enfin, c'est même. C'est un peu de l'arnaque, hein, mais. C'est poser un breakpoint ici. Poser un breakpoint et après tout simplement regarder la valeur de retour de V2. Enfin, regarder la valeur de cette variable et checker. Et après du coup, et au moment du check du coup, on aura, on pourra voir se révéler à nous chacun des caractères de mot de passe. Du coup, c'est assez facile. Enfin, là, on a compris la plupart du problème, du programme. J'hésite vraiment à la réimplémenter. Ça va rallonger la vidéo pour rien, je pense. Du coup, ce que je vais plutôt faire, c'est qu'on va le péter dynamiquement. Du coup, là, on se retrouve sur mon WSL. Sur mon petit WSL, on a deux trucs. Mais en soi, on va juste le péter avec le point debug. Oula, ah oui, c'est vrai. Oh, je suis plus sur Linux. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Donc on va profiter pour... Bon, enfin, là vous n'allez pas voir la fenêtre de release, mais je vais juste récupérer quelques adresses, notamment l'adresse de... où il fait le call à des codes STR. Donc on peut poser un breakpoint dessus. XHI, je sais pas si ça va marcher. Ouais, si. C'est le code à des codes STR du coup. Et en posant un call dessus, ça va nous permettre de... Comment dire ?
bah, de voir après ce qui est return dans RAX, et du coup ce qui va être, comme je l'ai démontré, notre premier caractère. Du coup on fait un run. Donc ça c'est normal. Posant breakpoint ici, on continue. Oula. IBRE. Bah visiblement del BRE. Pourquoi mon breakpoint est invalide? Bon en fait on va faire un truc plus simple, hein. Sas main start. Du coup, étant donné qu'on a un binaire qui est strippé, on n'a pas accès au symbole. Ce qu'on va être obligé de faire. Là par contre il lag beaucoup. On va être obligé de faire ça. On va y aller de breakpoint en breakpoint. x/dc. Donc ça c'est l'adresse de main qui a foutu une RD avant de faire son call à la libc start main. Donc là on est bien dans main. On va disas. Est-ce que ça va marcher? Oh non. x/100i je pense. On va prendre les 100 instructions pointées à partir de là. On va identifier le call qui nous intéresse. Donc premier call pour print, deuxième call pour print, troisième à scanf, et le troisième, et enfin le code à notre fameuse fonction. On va break ici. Donc là il nous dit don't patch it, donc ça c'est le print avec la string qui a été décodée, pareil, insert to password. Donc moi on va mettre nasm YTB. Il faisait combien de quarts? Il faisait 12, un truc comme ça. Ouais, il faisait 12. NASM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NASM. Voilà. Et du coup, on est à ce call, on fait un step into, on est bien dans notre fonction. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si on fait un dump args pour qu'il nous print les args, mais tirez force parce que sinon il râle un peu. Premier argument, cette fameuse strings, qui va du coup être store dans une variable non initialisée dans cette fonction. Et va se passer, comment dire, il va y avoir pas mal de choses sombres dessus. Du coup on peut faire un next instruction. Ce qui va être important, c'est du coup on va voir ce qui se passe. Il fait encore le fameux call. Et nous, c'est là qu'on veut aller. On voit qu'il n'y a pas de compare en tout, donc c'est pas très grave. Toc toc toc. On va break dessus. Ah, si, il y avait un compare. Pourquoi Run. Toc. Toc. Ouais. Next instruction. Toc. Donc là, qu'est-ce qu'il met dans RAX? Il met un pointeur à notre input. Il prend le premier quart. Il check qu'il soit nul. Il est pas nul. Il check que l'autre var elle soit nulle. Elle n'est pas nulle. Enfin, que la valeur de retour de notre fonction elle soit nulle. Elle n'est pas nulle. Là, il prend notre input. Il va l'incrémenter. Il va le mettre dans une variable locale.
il va le prendre, il va le comparer avec du coup... Mais attends, ça a déjà été call? Du coup, notre input, il a bien été incrémenté. Il va comparer du coup avec la valeur stockée en RBP, RBP-4. Donc, je veux un P/C pour caractère. Ce qui est un peu un échec. P/D. Ouais, en effet. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Peut-être qu'il compare avec une certaine laine, je sais pas. Ah, c'est chaud. Ok. Il compare qu'il soit nul. Ah là, ça pique ça. Là, tu prends un shell à la figure. Oui, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est... Là, on a bien fait notre call. Et après avoir fait notre call, théoriquement, il check qu'il soit nul, il check que l'autre elle soit nulle. Normalement, elle l'est pas. Ok, donc en fait, il va comparer... Ok. Le PSHC en fait était une très mauvaise idée. Donc là, pareil, il incrémente l'input, etc. Et il compare à cette fameuse variable cal qui va se trouver être la valeur de retour en fait de la fonction qui a été call la première fois. Ok, donc là, on a fait on lui a demandé ce qui était pointé, le caractère pour le C qui est pointé à cette adresse. Donc c'est l'adresse qui est en fait RBP-4, hein, donc c'est une variable locale, rien de plus normal. Et du coup, on sait que le premier caractère de notre input, c'est C. Du coup, on le note comme ça. C'est comme ça que je fais. C. Pour ça, on peut y revenir comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que c'est pas égal, on va faire un set RIP initialisé à ceci. Et du coup, comme ça, il va faire comme si c'était la bonne valeur. Du coup, il va call du coup notre fameuse fonction avec comme argument 0, comme on l'a vu quand les deux quarts étaient égaux. Et on voit que la valeur de retour est de 63. Donc là, on peut enfin faire notre P/CRLX, qui est encore de C. Donc notre caractère, ça se construit peu à peu. Du coup là, on peut aller plus vite. On a juste à poser un breakpoint ici, non, au compare plutôt. On a juste à poser un breakpoint ici. On peut continue et on peut set IP à la bonne valeur. Qui a du coup, non mais en fait non, c'est pas vraiment ici. IBRE, je me suis trompé de breakpoint. Del BRE10. Ça c'est le compare qui check que la valeur de retour soit nulle. Alors, ça c'est vraiment lui qui va check qui va encore check les deux variables. Donc moi je propose de poser un breakpoint ici. Ainsi que de reprint. Ouais plutôt. Enfin c'est la même chose mais je refais. Il va print ceci, du coup on refait notre XHC sur ceci, et on a encore C. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. On n'est jamais trop sûr. Ouais c'est ça, tranquille. C'est ça, c'est ça. Bon, ok, du coup on sait que on a encore un C. Bon, ça commence à faire beaucoup.
On peut continuer, mais d'abord, on doit... Théoriquement, si on fait un continue, on arrive bien ici, et on doit setup notre instruction pointer pour continuer comme si les caractères étaient égaux. Donc là, on peut C. On est après le call, on voit que c'est égal à 73, P slash C RAX, donc c'est égal à S, donc ça change, c'est cool. Du coup, on continue, on set IP, on continue, on NI, donc là on a appris le call, on print RAX, ok, c'est un tiret. Après, on va pareil, continue, on set IP, donc là c'est un peu répétitif. En NI, on print RAX pour avoir le prochain caractère. Et on pourrait aussi l'automatiser en scriptant GDB, mais bon. On continue. On set RIP. Toc. D'ailleurs, je me suis trompé. Quand j'ai pris le RBP-4, en fait, j'avais déjà pris après le call. Du coup, ça nous fait un C en moins. Oui, de toute façon, c'est normal, mais bon. En fait, j'ai pris après le call et je l'ai aussi pris au compare. C'était un peu idiot. Du coup, là, on se retrouve où? On se retrouve ici. On se retrouve au call. On NI, on print RAX. On voit que c'est un A, donc ça ressemble beaucoup à un password, mais bon. On continue. On set IP, toujours la même chose. En NI, on print RAX. C'est un S, ça ressemble beaucoup à un password. Là c'est toujours la même chose, j'essaie d'aller le plus rapidement possible. Toc. Toc toc. Prochain quart, c'est le S. On continue. On set IP. On NI. On prend RAX. C'est un W. En fait, ça va pas être très très long non plus, mais on set IP. On sait, on NI. On print RAX. C'est un WD. Ok. Mais c'est toujours pas fini. On set IP. On NI. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre RAX. C'est un 4. On continue. On set RIP. On NI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va print RAX. Et on a encore un 4. Du coup, là, je pense qu'on est à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est en effet à 12. Ou qu'est-ce qui va se passer? Toc. 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 Alors, on va quand même jump là-bas parce que de toute façon, notre... je vous montre. Hein. Toc. 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 C'est vraiment cool ça. 2BX. Ouais. Bon, lui, il est quasiment un null byte, hein, on sait pas trop pourquoi. Normalement, il devrait être nul, mais il ne l'est pas, ce qui m'embête beaucoup. Ouais, il est pas nul. Du coup, on continue, visiblement.
ne sont absolument pas égaux. D'ailleurs, du coup... Ah, mais de toute façon, on est encore au... Oui, on est encore au... Ça me le fait à chaque fois. On est encore au check pour le 4. C'est pour ça. Du coup, on va s'étiper comme si c'était juste. Enfin, ouais. On a juste à s'étiper en fait. Toc. Et on a le dernier call, où cette fois, il return a new byte. Et du coup, on peut faire notre check. Voir que de toute façon, notre input aussi, c'était le deuxième quart. Il est... Ouais, du coup, il est égal à 0. Toc, toc. AL est aussi nul. Du coup, là, c'est magnifique. Il met 0 dans le AX, il live et il rate. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est que... Enfin, de toute façon, il va nous prendre le goodbye ici, mais... On va prendre ce fameux car et on va le test. / login. Don't patch it, insert your password. Et on se prend un bon correct. Donc là, j'ai fait une technique qui est un peu dégueulasse. J'aurais pu le faire de manière beaucoup plus jolie. J'aurais pu reverser l'algo, il était pas si complexe que ça. Hein. Mais j'ai choisi la facilité. En fait, ces deux étaient surtout faites pour vous présenter Release. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo.